du harcèlement scolaire, voilà, d'en faire un sujet principal sur l'année 2020. Madame Canavezio est intervenue dans toutes les classes de la ville en novembre et décembre dans les classes de CM1 et CM2 pour parler du sujet du harcèlement scolaire avec les enfants. Et donc, nous devions organiser plutôt une conférence en présentiel au mois de novembre, mais même avec tous les événements, voilà, on peut pas le faire. Et puis là, maintenant, ça serait reporté très très loin. Donc, on a décidé d'organiser ce soir cette conférence via Teams. Et donc, voilà, cette conférence s'adresse ce soir plus vers les parents ou vers les enseignants. Donc, je vais laisser la parole à Madame Canavezio et puis elle va nous expliquer comment voilà, la soirée va se passer. Donc, vous pouvez prendre la parole, hein, comme on l'indiquait par le chat, ça sera plus facile pour nous. Sinon, vous levez la main si vous souhaitez prendre la parole, si vous préférez par rapport au chat. Voilà. Bonne Alors, conférence. on a juste une information à vous faire, c'est qu'en fait, la conférence est enregistrée. On l'enregistre pour pouvoir plus tard la rediffuser sur le YouTube de la ville, s'il y avait des personnes qui n'avaient pas pu y assister ou si vous voulez la revisionner. Donc, on redonnera le lien plus tard pour pouvoir la voir. Très bien. Eh bien, merci mesdames pour cette introduction et bonsoir à toutes et à tous à nouveau. Je me présente en effet, je suis Marie Canavezio, je suis psychologue clinicienne de formation, ça fait une dizaine d'années que j'exerce. Pour la faire courte, moi en gros je viens du milieu de la justice et de la prévention auprès des adolescents, adolescentes et jeunes adultes. Et dans mon parcours après, je me suis orientée en soutien à la parentalité. Ça allait de pair, donc pour travailler auprès des familles. C'est à cette occasion que j'ai atterri à l'école des parents et des éducateurs d'Île-de-France, dont je vous parlerai ce soir, étant donné que c'est l'association qui soutient la ligne non-harcèlement à l'école, qui est la ligne nationale de lutte contre le harcèlement scolaire, sur laquelle j'ai pu être écoutante pendant quelques années. Et du coup, c'est pour eux que j'interviens ce soir et surtout que j'ai eu le plaisir d'intervenir en effet dans les classes de CM1, CM2 de Fontenay-le-Fleury. Il y a quelques mois de cela et où j'ai passé avec Madame Rossi des moments charmants de partage et d'échange en compagnie des élèves de ces sections-là et aux côtés des professeurs des écoles. Donc, ça a été des moments riches. Ce soir, il est important de vous restituer un peu ce qui s'est passé durant ces temps d'échange et puis qu'on puisse ensemble réfléchir autour de la thématique du harcèlement scolaire. En effet, on va peut-être fonctionner tout de même, malgré le support qu'on a ce soir et malgré la distance qui nous sépare, avec de l'interaction. C'est-à-dire que n'hésitez pas à me solliciter dans le chat au fil de l'échange mais même dès à présent, poser vos questions pour que vous repartiez avec des billes et surtout que vous ne soyez pas frustrés. Donc, permettez-vous, allez-y. Si je ne vois pas vos questions, je pense que Madame Rossi me fera signe et m'interpellera. Donc, on va un peu voir ça. Là, je vais poser un peu quand même le propos. Et puis, pour les questions et pour surtout la manière dont on va échanger, on va quand même se le dire, hein, c'est la façon de poser un peu mon cadre ce soir. On va peut-être pas faire consensus sur cette thématique, rien que sur la définition du mot, par exemple. On va essayer de se cantonner à notre politique, à tout ce qui se fait en France, à tout ce qui est mis en place actuellement. Pour autant, on peut aussi avoir un regard critique et on peut y amener des perspectives. Donc, c'est un sujet large, c'est un sujet où il y a une grosse part d'émotionnel et d'affect, étant donné que c'est un sujet où on parle violence, où on parle estime de soi, perte de l'estime de soi, et où ça vient entamer la vie scolaire, par exemple, d'un élève et potentiellement sa vie future en tant qu'adulte. Parce que quand on parle d'harcèlement scolaire, on va quand même poser le propos. Alors, on est dans un acte agressif perpétré par une personne ou un groupe de personnes à l'encontre d'une personne ou d'un groupe de personnes
dans le but de lui nuire. Ça, c'est la définition type. Et avec un caractère, on va dire, avec une certaine répétition ou dans les actes ou dans le nombre de personnes qui sont dans ce système-là. Déjà là, on pourrait être critique. Est-ce que vraiment un enfant, puisque là on parle du harcèlement scolaire, donc celui qui peut débuter à l'école maternelle et puis aller jusqu'à l'étudiant, l'étudiante ou l'apprenti, est-ce qu'on peut parler d'intention de nuire chez des tout petits? Pas forcément. Donc, il va falloir un peu repositionner le harcèlement scolaire dans ce qu'on appelle une dynamique de groupe et un jeu de place et de position. Et c'est là où c'est important quand moi j'interviens, puisque pour vous dire, moi aujourd'hui ma pratique elle se fait et en cabinet, en libéral, et en parallèle je suis intervenante, donc je fais que du groupe, j'ai envie de dire, auprès des élèves, auprès, c'est pas aller jusqu'aux personnes âgées. Mais du coup, quand comme ça j'interviens dans des groupes, peu importe le type de public qui s'y trouve, eh bien c'est la dynamique qui se joue à chaque fois, comme ce soir. Ce soir, moi, je me mets en avant, mais pour autant, dans le groupe, il se passe des jeux de place, de position. Ça se trouve dans les questions, on va sentir des émotions. Et du coup, c'est là où c'est important et ça va être le levier d'action. Parce que si on reste sur un acte agressif avec une intention de nuire au niveau des enfants, et on en fait quoi? Il y a un méchant, il y a un gentil, ou il y a un faible, un fort. Ça va être compliqué après d'accompagner cette situation et surtout de la stopper. Alors que si on voit ça comme une disproportion de force à un moment donné, avec une personne ou un groupe qui se trouve en position de force et une personne ou un groupe qui se trouve en position de faiblesse, là on ouvre des perspectives parce qu'on peut rebouger les places. C'est à cette occasion, et c'est dans ce contexte-là que j'ai proposé dans les classes un temps d'échange à la demande de la ville, de Madame Rossi, de la mairie, de partir un peu de leur représentation de ce qu'est la violence à l'école et de ce qu'est le harcèlement. Et aussi d'aller les sonder s'ils avaient déjà vécu des situations comme ça de violence unique ou de harcèlement, donc de façon répétée. Bon, on n'a pas été surpris, j'ai envie de dire, mais pour autant, il y a quand même une grande majorité des élèves qui se disaient avoir subi du harcèlement dans le cadre de la définition qu'on vient de donner, parce que subir des moqueries, être attaqué sur son apparence physique, se prendre une claque, une gifle ou être bousculé, se faire piquer ses affaires, prendre des noms d'oiseaux au quotidien. Enfin, en gros, c'est des situations que vous, ici présents et présentes, vous avez peut-être vécu aussi à un moment dans votre vie. À partir de quel moment on parle de harcèlement? J'ai envie de dire à partir du moment, en effet, où ça se répète. Et donc, aux élèves, on leur a fait comprendre dès le début que à partir du moment où j'arrive et où eux, puisque je leur ai demandé parfois de me qualifier, ou moi en arrivant, si tout de suite plusieurs élèves de la classe émettent une critique et m'attaquent, dans le cadre d'une diffamation par exemple, ou m'attaquent sur ma tenue vestimentaire ou autre, s'ils sont déjà 2, 3, 4, 5, on est déjà dans le cadre du harcèlement scolaire tel qu'il est défini dans la loi, puisque le harcèlement scolaire est défini dans la loi et c'est un délit depuis 2014. Donc, c'est pour vous poser un peu les choses. Je ne veux pas vous perdre, je veux juste porter le propos en mettant en avant que c'est une situation qui est plutôt commune au final. Après, il y a une médiatisation autour du harcèlement, certes. Du coup, on peut tout mettre dans le harcèlement scolaire. En même temps, j'ai envie de dire, à partir du moment où un élève ou une élève vit une situation de mal-être à l'école, ou en dehors, ou aux abords de l'école, ou dans d'autres sphères de sa vie, on se doit, on est responsable en tant qu'adulte et professionnel ou famille de réagir. Mettre le mot de harcèlement, si ça peut simplifier et libérer une parole, c'est ce qui se passe, puisque sur la ligne du 30-20, on voit que depuis qu'il y a une médiatisation avec les plans chaque année, avec la journée nationale, la journée mondiale, enfin, il y a quelque chose qui se joue. Donc, libérer la parole, c'est important. Donc là-dessus,
on est vraiment sur, si on se dit les choses, sur une dynamique de groupe. Parfois, ça peut être des relations binaires entre deux personnes, une amitié qui se termine. Si on va chez les plus âgés, une relation sentimentale qui se termine et donc derrière, il peut y avoir des représailles ou autres. Il peut y avoir des situations où il y a une dualité et parfois, c'est même des situations qui peuvent rapidement être graves. Et là, on verra qu'il y a un protocole. Mais pour autant, dans la plupart des situations, on est dans quelque chose qui est de l'ordre du collectif, qui est de l'ordre de la dynamique de groupe et de classe. Et du coup, il y a une marge de manœuvre. Il y a de quoi faire. Quand je suis intervenue dans la classe, ce que je cherchais aussi comme objectif en 1 heure, c'est à montrer un peu les forces de chacun et chacune. Et c'était que chacun et chacune puisse prendre une place et puisse s'exprimer. Puisque le harcèlement scolaire tel qu'il est défini aujourd'hui par les politiques, on est dans une loi qui est c'est pour une école de la confiance et du coup, c'est pour que l'intégrité de chaque élève soit respectée et que chaque élève se sente à sa place à l'école. Est-ce que jusqu'à présent, mon propos est clair? Je préfère quand même vous le demander. Alors, je regarde en même temps, excusez-moi. Très bien, merci. N'hésitez pas, je vois qu'il y a des remarques sur... C'est important, j'ai vu la remarque sur la disproportion des forces. Pourquoi j'insiste? Parce qu'en France, depuis 2011, on a quand même beaucoup de travaux qui sont mis en place et beaucoup de méthodes Enfin, beaucoup, il y a une méthode qui est développée, surtout en France, la méthode de la préoccupation partagée. Et alors, Benoît Gardette et Jean-Pierre Bellon, moi j'ai été formée à la méthode de la préoccupation partagée. C'est une méthode qui va venir prendre le groupe. C'est une méthode contraignante, mais où on est là pour que tout le groupe se saisisse d'une situation pour qu'elle s'arrête rapidement, parce que c'est le but. Il arrive que dans des dynamiques de groupe, que ce soit en début d'année, comme en cours d'année, comme en fin d'année, comme sur des années, il y a un moment, un jeu de pouvoir qui s'installe et du coup, qui est en effet une disproportion entre un élève ou une élève qui va s'affirmer, qui va être dans je parle fort et je parle bien et je me fais entendre et en plus je fais le spectacle devant les autres, et puis d'autres élèves qui vont être un peu plus profil inhibé et donc ils vont peut-être pas avoir ce côté affirmé de réponse. Et les situations, elles peuvent vite s'installer comme ça et vite déborder les élèves. Et en fait, là où ça devient compliqué pour l'élève, qui est avant tout un enfant, en devenir et en pleine construction, c'est que c'est pas simple d'aller après le soir en parler à ses parents, à un responsable légaux ou aux personnes avec qui il vit, parce que l'enfant, il n'a pas envie de déranger. Parfois, il dit qu'il va y arriver tout seul. Et puis parfois, il est déjà dans un profond désarroi, il se dit c'est déjà horrible et bien pourri ce qui m'arrive et je vois pas ce qui peut aller de mieux. Surtout si c'est une situation, par exemple, de menace, j'ai envie de dire, quand on est dans une situation de raquette. Donc, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que c'est vraiment pas simple du point de vue de l'enfant et d'autant plus d'aller se confier. Alors que ça va être un des premiers points importants, c'est de permettre à l'enfant de se confier à des personnes qu'on dit ressources et du coup d'identifier ces personnes. Que la professeure ou le professeur des écoles soit ouvert à une discussion, préviennent les élèves que s'il y a quoi que ce soit qui se passe, voilà, ils peuvent venir se confier, peuvent venir le dire. Moi, j'ai été assez surprise dans les classes et de façon positive qu'il y ait des classes où les élèves sont déjà sensibilisés au message clair, c'est-à-dire arriver à poser une demande, à exprimer un fait, un ressenti et sur une situation qui peut déranger à un camarade ou à la classe. Et ça, c'est au niveau de vos écoles, soyez-en fiers, il y a déjà des sensibilisations qui sont bien en place. Donc, on a des élèves qui sont déjà dans cet automatisme-là. Ce n'est pas encore généralisé, mais c'est une bonne chose. Après, au-delà de s'exprimer, ce n'est pas toujours simple. Il y a vraiment identifier les personnes ressources. Le pôle médico-social des établissements scolaires, ça, on en a parlé à chaque fois dans les classes. Je répète, le ou la professeure des écoles, les surveillants, surveillantes, la directrice, le directeur. Enfin, on est dans cette démarche où il faut que l'élève comprenne qu'il est entouré d'adultes qui vont le protéger.
ce qui n'est pas toujours le cas dans les situations de harcèlement. Ça, je peux en témoigner de tous les appels qu'on peut recevoir sur la ligne du 30-20, par exemple, mais on va en parler. Ensuite, les personnes ressources, c'est la famille élargie, c'est les amis, les coachs, enfin, on voit large, les autres enfants aussi, mais c'est important que les enfants puissent se sentir protégés. Et c'est là où il y a une responsabilité de la part des adultes. Moi, au cabinet, il m'arrive ponctuellement, et même là depuis 1 an avec le confinement, d'avoir comme ça des situations où, parce que les élèves ne sont pas forcément sur site tout le temps, parce que les dynamiques, elles n'ont pas pu vraiment se créer à la rentrée ou bien se terminer l'année dernière, il y a beaucoup de situations qui ressortent là. Et des situations qui peuvent du coup se propager à la maison, ce qu'on appelle le cyberharcèlement, quand il y a après les outils numériques qui prennent le relais. Et du coup, où l'élève se retrouve dans une situation qui l'impacte sur tous les pans de sa vie. Et du coup, au niveau émotionnel, ça devient compliqué. Et là, il y a des signes profonds de mal-être qui peuvent s'installer. Alors, c'est après une réaction qui peut se faire d'un élève à un autre. La souffrance, elle n'est pas la même pour une personne, d'une personne à l'autre. Mais pour autant, ça peut se repérer. Alors, je me permets d'aller regarder, excusez-moi s'il y a des remarques, n'hésitez pas. Mais quand on dit on peut repérer une situation de harcèlement, c'est qu'il faut, je pense, être vigilant au changement de comportement d'un enfant, voire d'un adulte. Enfin, c'est que le changement de comportement est peut-être le symptôme de quelque chose, pas forcément de harcèlement. Depuis qu'on le médiatise et que depuis 2017 surtout, il y a les campagnes chaque année, puis même 2011, mais il y a vraiment quelque chose où il y a une tendance à tout mettre derrière le harcèlement. Non, il peut aussi y avoir surtout une place pas trouvée au sein d'une classe. Et ça, depuis la nuit des temps, ça s'explique dans les phénomènes de groupe, mais pour autant, ça s'observe et ça se prend en compte. La souffrance que peut ressentir un élève et son inconfort à aller en cours. Ce n'est pas forcément lié qu'au travail, qu'à la pression scolaire, qu'aux exigences, qu'aux attentes des parents, des familles et de la société. Ça peut être aussi dû au relationnel. Et c'est pour ça que le changement de comportement chez un enfant, chez un élève, est à observer et à prendre en compte. Et du coup, ça peut se voir dans, en effet, les résultats ou l'attitude, mais ça peut aussi se voir dans l'attitude, du coup, sur l'irritabilité ou l'agressivité, ou le fait qu'un élève se met d'un coup à répondre alors qu'il n'est pas habitué, se met par exemple à parler fort ou à invectiver ses camarades. Enfin, il y a quelque chose qui change. La cause n'est pas forcément du fait du harcèlement, mais peut l'être. Après, il y a aussi le fait, et c'est important de le révéler, quand l'enfant peut trouver refuge dans les écrans. Ça, il y a beaucoup de familles qui s'aperçoivent que ça y est, ils se scotchent devant les écrans, mais ce n'est pas forcément par passion ou plaisir, c'est vraiment pour un peu échapper à une réalité, pour fuir un peu leurs problèmes et pour fuir le monde de l'école qui n'est pas forcément simple et évident à vivre pour eux. La place dans le groupe. Et du coup, ça peut impacter après l'alimentation, le sommeil, enfin, toute la vie familiale aussi. C'est-à-dire qu'il y a des élèves qui rentrent chez eux le soir et puis qui vont décharger sur le frère, la sœur. Il y aura un peu comme, ou les parents, enfin, ou les responsables légaux, il y aura comme ça une décharge. Et du coup, on se retrouve avec des enfants qui parlent d'un avant et d'un après. Et là, quand un comportement comme ça s'observe, la question c'est mais alors comment on aborde le sujet, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait? Selon moi, selon moi non, c'est un protocole de toute manière, c'est comme ça qu'on traitait un peu les demandes sur le 30-20. Alors pour vous récapituler, je ne veux pas aller à droite à gauche, mais le 30-20, la ligne nationale de lutte contre le harcèlement scolaire, est une ligne où parents, familles, même élargies, professionnels, que ce soit de l'éducation nationale ou autre établissement, mais du coup personnel qui accompagne les enfants au quotidien, et du coup élèves, enfants, peuvent appeler, peuvent solliciter cette ligne sur les heures d'ouverture, en journée, tous les jours, jusqu'au vendredi. Je ne dis pas de bêtises, il n'y a pas le samedi. Du coup, il faut il faut se permettre d'appeler ou de passer le téléphone à l'enfant à un moment
pour qu'ils puissent tomber sur des professionnels, souvent psychologues, sur cette ligne. Des fois, il y a des consultants scolaires qui sont là pour accueillir un peu, s'il y a une demande, la demande, mais sinon, que la situation puisse se déposer, mettre des mots, donc poser des faits, y associer les ressentis, c'est-à-dire les émotions, et puis ensuite, voilà, voir un peu le protocole à suivre. Sur cette ligne-là, on avait pour ma part, parce que je n'y travaille plus, mais on avait l'habitude de, après avoir accueilli, après avoir écouté, demander où en était le lien avec l'école. C'est la première chose. Est-ce que l'école est informée? Est-ce qu'il y a eu un mail de fait, ou une lettre, ou un mot, un rendez-vous de pris pour faire un point? Puisque là, c'est quand même la première chose. C'est pas arriver et se mettre contre l'école. Non, c'est travailler avec l'école sur la situation pour que les forces et les adultes protègent les enfants. Et du coup, si c'est le cas, mais que la réponse, elle n'a pas forcément été adaptée ou prise en compte ou prise à la légère, ça arrive. Après, il faut savoir qu'il y a les référents académiques, 1 à 2 par académie et 3 par département, ça dépend un peu. Alors, au niveau de Fontenelle-Fleury, vous me direz, vous savez sûrement mieux que moi, mais du coup, il doit y avoir un référent académique qui est le relais. Via la ligne du 30-20, on peut faire une remontée au référent ou la référente académique qui après, il y a un délai quand même de quelques jours à... Oui, c'est ça, quelques jours, c'est assez rapide aujourd'hui dans le délai de traitement. Il y a plus d'appelants et il y a plus de moyens à mobiliser. Et du coup, il y a un retour après qui se fait, puisqu'il y a une levée d'anonymat, auprès de l'établissement pour venir travailler avec l'établissement, soit sur site, soit à distance, mais pour qu'une équipe mobile vienne, que des intervenants puissent se rendre sur site et que les ressources en interne puissent être mobilisées, les outils, pour que la situation s'arrête. Donc, voilà, le but de cette ligne, on va le dire un peu cash, c'était pour un peu éviter quand même le recours à la plainte. Je ne dis pas qu'il n'existe pas, il y a plein de familles qui portent plainte dans le cas de violences uniques, d'agressivité, ou que ce soit souvent physique, mais il peut y avoir le recours à la plainte, mais ça a quand même été une alternative à la plainte, c'est-à-dire comment on communique et comment on mobilise les ressources qui existent pour. Donc, pour le dire avec, en toute objectivité, et puis il y a des chiffres qui le prouvent statistiquement, des situations de harcèlement, les chiffres sont un peu stables, c'est au niveau du cyberharcèlement que ça a pu un peu exploser, mais du coup, au niveau du harcèlement, c'est stable et on se rend compte aussi que dans le traitement des situations, après, il y a une dissolution, il y a une disparition de ces situations. Donc, voilà l'intérêt de cette ligne d'écoute qui peut être sollicitée de façon anonyme, pas forcément en faisant la levée d'anonymat et la remontée au référent académique, mais c'est important de pouvoir solliciter au lieu d'aller, comme certaines familles le font souvent, chercher sur Internet quoi faire, qui, quelle association mobiliser, dans un cas précis. Appeler le 30-20, aller sur le site, parce que c'est le site ressources qui est lié du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, c'est le site non au harcèlement à l'école.gouv.fr. Donc, je peux vous montrer ça. Excusez-moi, je vous avais sorti mes petits papiers, mais c'est bien le 30-20, on ne voit pas grand-chose. C'est pas terrible. Je vous enverrai les ressources de toute manière, mais on est dans cette démarche-là de travailler ensemble autour de la situation, tout ça dans l'intérêt de l'enfant. Évidemment qu'il y a une charge émotionnelle au niveau de la famille. Évidemment que les familles se sentent démunies quand du jour au lendemain, elles apprennent que la situation, elle dure déjà depuis longtemps. Il y a un moment, à partir du moment où les mots sont là, où le comportement change, il faut être là pour l'enfant. C'est ça que je veux dire. Il faut pouvoir accueillir ça et solliciter au cas où, des partenaires extérieurs. Donc là, je vais faire la promotion des psychologues, mais que ce soit le médecin traitant parce qu'il y a une confiance dans le ou la médecin traitant, que ce soit le ou la psychologue qui fait déjà le suivi ou aller en centre médico-psychologique ou en maison des adolescents. Il y a des structures publiques où l'enfant peut être reçu, ou le ou la psychologue scolaire. Il y a un moment, l'enfant, s'il commence à parler, autant l'aider à déposer ce qu'il raconte un peu son vécu. C'est ça que je veux dire. J'ai vu dans le chat quelque chose de très important là. En effet, pour tout ce qui est cyberharcèlement, la ressource à retenir ce soir, c'est la ligne Net Écoute. Donc, c'est les 0800 200 000.
c'est l'association e-enfance qui là, lutte et protège les mineurs vis-à-vis de tout ce qui se passe sur Internet. Association aussi nationale et très connue. Moi, j'ai travaillé également avec eux. La nouveauté est que là, avec toutes les actualités et les faits divers abominables dont on a pu entendre parler, il y a eu création du 30-18. Je l'ai vu dans le chat, c'est bien le 30-18. À chaque fois, j'ai un problème avec les chiffres, mais oui. Merci, 30-18, qui est la ligne qui est vraiment censée traiter, ce qui était déjà le cas au 0800 200 000 avant, mais qui est censé traiter efficacement dans les heures qui suivent alors, la suppression ou le blocage ou la prise en compte d'un cyberharcèlement. Quand il y a un partage d'informations, de vidéos ou de messages qui sont sous le coup de la loi du harcèlement. Enfin, quand ça touche à l'intégrité d'une personne, en tout cas, eux sont là et assez efficacement, ils travaillent avec les plateformes des réseaux sociaux numériques, par exemple en France. Voilà, donc ça c'est la grande nouveauté, hein. Ça fait quelques jours à peine que Madame Atlan, la directrice d'e-enfance, a présenté avec les politiques cette ligne spécialisée, on va dire, autour de la question des contenus inadaptés et des attaques, des cyberattaques. Mais que ce soit surtout partage de sexting, de contenu intime, repartagé, ou de revenge porn, ou de reine numérique. Enfin, tous ces termes-là, on pourrait y revenir si vous avez des questions. C'est vraiment dans le cadre du cyberharcèlement, via les supports, les outils numériques, via les écrans. Tout ça pour vous dire que des ressources, il en existe, qu'il n'y a pas besoin de s'éparpiller. Pour moi, on mobilise avant tout et on essaye de préserver le dialogue avec l'établissement scolaire ou la structure dans laquelle l'élève est accueilli et où le harcèlement s'agit. Donc là, c'est une première chose, c'est comment on sollicite les acteurs, actrices autour de l'enfant, comment on travaille ensemble. Il suffit parfois qu'il y ait un rappel qui se fasse. Il suffit parfois d'écouter les élèves entre eux pour que la situation, elle se recadre et elle s'estompe, surtout chez les plus jeunes. Et après, quand ça devient plus compliqué, ben voilà, c'est une prise en charge, c'est des temps aussi en collectif, c'est faire intervenir sur des thématiques comme le développement des forces et de la coopération. Enfin, c'est un peu ce qu'on a cherché à faire dans les interventions là, dans les classes de CM1, CM2, c'était développer les forces de la classe pour que chacun et chacune puisse s'y sentir bien, sereinement. Donc, il y a ça à mobiliser. Et après, il y a aussi le soutien on ne va pas dire victime, mais de la cible de ce phénomène qu'est le harcèlement scolaire. Mais on n'en oublie pas aussi les intimidateurs, intimidatrices, parce que moi j'ai du mal à dire agresseur, agresseuse, parce que je ne suis pas sûre qu'ils soient dans l'intention de nuire dans tous les cas. Mais il y a un moment, les personnes qui se mettent en position de pouvoir, faut bien pouvoir les accompagner aussi, parce que c'est peut-être un défaut aussi de confiance parfois. Et c'est pour faire le show, et donc il y a des choses à voir aussi. La campagne de l'année précédente était, on va dire, axée sur la position des témoins. C'est-à-dire que s'il n'y a pas spectacle et s'il n'y a pas de spectateurs et spectatrices, parfois une situation, un phénomène de harcèlement s'estompe, hein, ça tombe à l'eau. Et donc, ça fait chou blanc. Et c'est bien pour ça que c'est l'importance là de la réaction des témoins qui prédomine. Pour la campagne de cette année, donc c'était du 2020, sur 2020 et 2021, elle est vraiment tournée, c'est pour ça que je suis intervenue auprès des CM1, CM2 à la demande de la ville, c'est vraiment parce que la campagne, elle est axée auprès des petits, parce qu'on parlait beaucoup du harcèlement scolaire au collège, un peu moins au lycée, mais c'est quand même des sujets qui ressortaient, puisque de toute façon, avant, on parlait du harcèlement au travail, hein, avant d'en arriver au harcèlement scolaire. Et puis, on s'est bien rendu compte que ça commençait bien plus tôt, ces agressions entre élèves dans la cour de récré, en classe, temps de cantine ou autre. Donc, quand on est à l'école maternelle et que c'est à peine le moment où on est en train de découvrir l'autre, on met des nuances, on parle d'intimidation, on parle de connaissance de l'autre, et quand on va se taper ou autre, il y a quelque chose du développement, quand même la psychomoteur, on cherche les limites. Après, quand on arrive à l'école élémentaire, qu'on arrive dans les apprentissages,
Bah oui, on a tendance à poser plus facilement de mots de harcèlement parce que l'élève est censé avoir compris comment, enfin, acquis, j'ai envie de dire, ses compétences relationnelles. Mais c'est bien beau, enfin, c'est un idéal. On a des adultes qui se disputent, hein, qui sont en conflit et qui s'harcèlent. Donc, faut aussi être modeste avec les enfants. Et c'est pour ça qu'il faut pouvoir leur laisser à toutes et à tous leur place. Est-ce que ça va? Je vois qu'il y a un partage de ressources. Je vous le glisse quand même. Je vous le dis et je vois qu'il y a, je vais regarder dans le chat après. Pour vous, en tant que parents, s'il y a des parents ce soir qui nous écoutent, alors ces lignes, elles sont évidemment aussi, vous pouvez les mobiliser en tant que parent, oui, sur ces thématiques-là. Après, en tant que parent, si vous avez des questions un peu plus larges, je le dis parce que vous avez sûrement, hein, vous, des ressources au sein de la ville. J'avais déjà posé la question à Madame Rossi, mais du coup, il y a également une ligne qui s'appelle Interservice Parents, qui est une ligne pour les parents franciliens, soutenue également par l'École des parents et des éducateurs Île-de-France, parce qu'il faut savoir que c'est une fédération, cette association, et qu'il y en a en France, des écoles des parents et des éducateurs, et donc il y a des lignes d'écoute un peu partout, éparpillées, soutenues souvent par des associations. Mais sachez que cette ligne d'écoute, moi qui ai aussi travaillé sur cette ligne, elle est très importante selon moi, parce que parfois, en tant que parent ou famille élargie, on a besoin d'avoir un recul sur une situation. On n'est pas obligé de prendre un rendez-vous et d'aller chez un ou une psychologue et de consulter si c'est simplement pour un questionnement. Mais il est important, selon moi, de pouvoir solliciter via le téléphone un professionnel, une professionnelle, simplement pour prendre du recul, voire avoir des ressources près de chez vous. Au moins, on vous dispatche vers les structures de droit commun près de chez vous. Donc voilà, je vous ai vous en parler aussi. Interservice parents, c'est une ressource quand même. Est-ce que comme ça, là, vous viennent des premières remarques ou questions? Même des critiques sur le propos que je peux tenir, hein. Je suis ouverte au débat. C'est là où je me dis que le présentiel est quand même plus facile, c'est que là, je n'ai aucun visage face à moi et que les émotions, ça passe aussi par le visage, même quand il est masqué. Ouais, je vais parler, moi, je vais faire cet aparté-là parce que ça me questionne beaucoup. Par exemple, la présence du masque, c'est une vraie question parce qu'à l'école, moi, je vois, j'ai pas mal de patients et patientes, bah oui, en école élémentaire, moi, je les reçois à partir de 6-7 ans et du coup, qui sont beaucoup, qui se retrouvent dans des situations d'incompréhension ou d'interprétation du regard de l'autre. D'autant plus depuis qu'il y a le masque. Alors, ça existe depuis la nuit des temps, les bastons de regard. Mais là, il y a quelque chose à travers juste le regard, qui peut être un regard noir, qui peut être un regard de moquerie, il peut exprimer plein de choses, mais il faudrait déjà pouvoir communiquer ce que le regard vient poser là, masqué d'autant plus. Et c'est là où, dans la communication avec l'autre, faire travailler un peu l'empathie et faire travailler un peu, les faire se projeter, les enfants, c'est quelque chose d'important. Il y a pas mal de parents qui disent: mais qu'est-ce que je dis à mon enfant, moi, pour qu'il puisse répondre si demain il se refait embêter, harceler par ses camarades? Et ben, la question, c'est qu'est-ce que l'enfant, lui, il a envie de dire déjà? Et puis après, qu'est-ce qu'il pense de l'autre? Je pense à un de mes patients là qui a en ligne de mire un de ses camarades avec qui il y a une concurrence au niveau des résultats scolaires et il a l'impression d'être harcelé par cet élève. Je dis impression parce que quand on décortique, en fait, c'est juste qu'ils sont en rivalité un peu pour la position de premier de la classe. Et donc, il y en a un qui est plus affirmé que l'autre, il y en a un qui passe par les mots et puis l'autre qui passe par la fuite. Et ce jeu de se projeter à la place de l'autre, de se dire mais pourquoi il est peut-être un peu jaloux, il est peut-être un peu en manque de confiance ou autre, ça permet à l'enfant de prendre du recul. Il y a ses ressentis, mais il y a le ressenti des autres. Et il y a des enfants qui sont réellement en capacité de comprendre l'autre, d'autant plus que nous, voire plus que nous les adultes. Et donc il faut se saisir de ça, de leurs propres ressources et de leurs propres forces. Alors, je suis en train de regarder. Constatez-vous des progrès chez les plus jeunes qui seraient prometteurs pour le futur?
Alors moi, alors, je suis très optimiste de nature, très enthousiaste. Ça, c'est une nature, voilà, c'est une force. Et je suis pour les forces et le développement des forces. Ce que j'ai envie de vous répondre, c'est que depuis que des initiatives dans les établissements scolaires, telles que ces sensibilisations sur le harcèlement, mais comme bien d'autres, se font, et de plus en plus tôt, sur de nombreuses thématiques, on va dire en mesure préventive, on se rend compte que les enfants, ils dialoguent. Et il y a ce temps qui est pris sur le temps des apprentissages pour que les enfants apprennent à échanger avec l'autre, à comprendre et à apprendre de l'autre. Et je trouve ça, en effet, un réel progrès. On est en retard par rapport aux anglo-saxons, aux canadiens, on est très en retard, c'est une réalité. Pour autant, on rattrape notre retard. Moi qui suis sur un projet pilote avec l'Agence régionale de santé et qui me rend dans les classes de CM1, CM2 pour développer les forces et la coopération, et donc le climat scolaire, on va dire, le bien-être à l'école, je peux vous dire que les progrès sont là. Quand là, j'arrive à Fontenay-le-Fleury dans une classe et qu'un élève dit « je vais faire un message clair », je me dis « on a gagné ». Parce que faire un message clair, c'est de la communication non violente et ça s'apprend. Nous, adultes, on a des modules en entreprise, en institution et on a des gros bouquins à lire. Et eux, voilà, on les sensibilise tôt à s'exprimer par plein de moyens entre eux et ça facilite le dialogue. Tout le monde n'est pas en capacité de dialoguer, mais ça facilite l'ouverture et la compréhension de la différence de l'autre. Parce qu'on est tous différents, il n'y a pas une situation de harcèlement. Donc oui, moi je pense que nos élèves-là, enfin les nôtres, les élèves de cette génération-là deviendront des collégiens avec un libre arbitre et responsable. Je ne dis pas tous, on ne peut pas généraliser, mais du coup avanceront avec ces billes-là et puis deviendront des adultes accomplis et engagés. Enfin, je vais avec cet optimisme-là, et qui est le mien, hein, très, très personnel. Alors, les statistiques, je les ai regardées, celles de 2019, vous les avez on les retrouve assez facilement dans le plan chaque année pour la lutte contre le harcèlement scolaire, vous le trouvez sur le site Non Harcèlement à l'école. On a en 2019, du coup c'est les chiffres de 2019, donc là moi je n'ai pas les chiffres là, je n'ai pas regardé les enquêtes victimaires et les enquêtes faites depuis le confinement pour tout vous dire. J'ai regardé plus celles sur le mal-être et la psychiatrie et ça fait un peu plus bader, j'ai envie de dire. Ça, je suis de près. Mais du coup, sur le harcèlement, il y avait quand même cette tendance harcèlement, pas cyberharcèlement, à ce qui est 12% dans les enquêtes, dans les statistiques, 12% d'élèves qui reconnaîtraient avoir vécu une situation de harcèlement scolaire en école en premier degré. Ça irait à 7% au collège et 5% au lycée. À interpréter, je ne sais pas quelle manière. Moi, j'ai toujours du mal avec les statistiques qui sont essentielles, mais pour autant, je me questionne dans le sens où est-ce qu'on n'a pas tous vécu à un moment du harcèlement scolaire? Est-ce qu'on ne s'est pas retrouvé une fois dans sa vie dévalorisé, dénigré du fait de son apparence physique, du fait de son origine, du fait de son quartier, du fait de sa position, le fait d'arriver, d'être nouveau ou nouvelle dans une classe. Enfin, il y a un moment, je pense qu'on a tous vécu de l'intimidation. Donc, est-ce qu'on l'a peut-être pas ressenti comme ça, mais on parlait déjà de bouc émissaire, on parlait déjà de tête de turc, il y avait déjà des expressions quand même. Il y a des films standards, enfin la guerre des boutons, il y a plein de choses comme ça où il y avait déjà une tendance à ce qu'il se passe quelque chose dans le groupe. Et les positions changent. Parfois, on est cible, parfois, on est témoin, parfois, on est intimidateur, intimidatrice. Enfin, ça peut aussi changer. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a souvent des anciennes cibles d'intimidation qui viennent à attaquer l'autre à un autre moment, qui reprennent du pouvoir à un autre moment et ça tourne. Donc, j'ai envie de dire, les faits... en fait, il y a pas de faits, il y a des faits graves, mais c'est pas ceux-là, on les médiatise, mais pour autant, c'est pas les plus fréquents. Pour répondre, les plus fréquents sont les sensibilités. C'est-à-dire, ça va être, comme je le disais, les insultes. Souvent, alors ces temps-ci, on est dans une tendance, surtout au collège, mais chez les petits aussi, ça s'aperçoit, où c'est la famille qui est attaquée. C'est-à-dire que ça s'est étudié au niveau des insultes qu'on entend dans les cours de récré ou qu'on entend dans les clubs de sport ou les ateliers théâtre ou autres. Il y a eu quelque chose au niveau des lieux de vie des jeunes
où l'étude des insultes, elle a évolué. C'est-à-dire qu'il y a eu des périodes, c'était sur la race que ça s'attaquait. Et là, on voit que ce qui pêche un peu dans notre société, je ne vais pas dire ce qui pêche parce que c'est dévalorisant, mais ce qui se questionne et ce qui est en train d'être bouleversé, c'est la famille. Puisqu'il n'y a pas un modèle de famille, il y en a plein. Et du coup, quand on attaque la mère, alors là, c'est l'honneur, parce que la mère, c'est parfois le pilier, parce que la mère, c'est dans une famille monoparentale souvent la personne qui tient. Enfin, il y a quelque chose. Alors, il ne faut pas, je ne schématise pas et je généralise pas. Je veux juste vous expliquer que faut comprendre ce qui se passe dans les cours de récré, il faut tendre l'oreille, parce que c'est pas rien. Il y a beaucoup aussi du sexuel, de l'intimité, de l'attaque sur le corps, l'image qu'on a du corps, parce qu'on est dans une société là du paraître avec des influenceurs, influenceuses qui influencent, enfin, avec un standard, avec un culte de la performance. Enfin, tout ça, ça impacte du coup la manière d'attaquer l'autre en fait, la manière de gérer ses complexes et sa place. Donc après, moi, je trouve grave quand un enfant arrive le matin et se prend même des moqueries. Enfin, je pense que la gravité, c'est en fonction de la douleur et de la souffrance ressentie par l'enfant. Il y en a qui sont insultés à longueur de journée, ils n'en ont strictement rien à faire et ils ne sont pas impactés. J'ai envie de dire, c'est bien, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe, mais il y a un moment, il n'y a pas crescendo. Il y a des parents qui diraient oui, mais bon, moi, le mien, il s'est fait tabasser quand même. Il y a des marques. Oui, ça marque aussi de se prendre des gros mots à longueur de journée. Donc, on ne peut pas forcément, je pense, graduer les choses. Après, il y a quand même quand il y a danger immédiat. Hein. S'il y a un groupe qui s'attaque physiquement ou qui d'un coup va aller en un week-end insulter sur un chat ou en dessous d'une photo, il va y avoir 100 personnes qui insultent une même personne, on se doute bien de l'impact. Du coup, le côté harcèlement sur les réseaux sociaux numériques ou sur les plateformes ou sur les jeux vidéo, là où il peut impacter, c'est par la massification et le fait que ça peut être partagé. Enfin, c'est la multiplication. C'est pas la même chose de se prendre un t'es moche, de se prendre 1000 t'es moche. Enfin, il y a quelque chose quand même du poids des mots. Donc, alors, j'essaie de vous suivre, excusez-moi. Quels sont les... Alors, par rapport à la crise sanitaire, je n'ai pas écrit moi, donc je vais parler plus de ce que mes collègues ont pu écrire, sociologues, psychologues, médecins. Enfin, il y a quand même beaucoup d'articles qui sortent et il y a des études de plus en plus. Par rapport à la crise sanitaire, il y a quand même eu l'impact comment il y a eu un impact sur le retour en famille ou l'entre-soi. C'est-à-dire qu'on se retrouve confronté à soi, on voit moins les autres, mais on n'a pas les mêmes règles de vie les uns ou les autres. Et donc, du coup, il y en a qui vont se retrouver un peu largués ou mis à part ou rejetés. C'est l'ostracisme du groupe parce qu'ils sont peu sur les écrans ou parce qu'ils ne sont pas présents ou sortis à l'extérieur là depuis qu'on peut un peu ressortir en journée. Enfin, ce qui est venu là impacter, c'est et la place du numérique, parce que là, ça continue à la maison, ça continue via les autres supports, puisqu'il y a moins de présence à l'école ou en cours. Et ça vient impacter parce que l'enfant, il se retrouve seul face à lui-même pour gérer ces questions-là. C'est-à-dire que les parents sont pris dans des quotidiens aussi. Chacun a ses questionnements, chacun a le moment aussi de la réflexion. Mais ce n'est pas simple parce qu'il y a moins les extérieurs, il y a moins les personnes ressources, il y a moins le partage et il y a moins l'appui sur les autres élèves. Donc, je pense que l'impact, il est là. Et c'est pour ça que moi, j'ai l'impression que je passe le plus clair de mon temps à orienter des enfants qui n'ont pas de troubles psychiatriques ou psychologiques et qui pour autant vont faire un passage en clinique ou aux urgences parce que se sentent mal. Donc oui, la crise sanitaire, oui, elle a des impacts et lisez tout ce qui est article par les psychologues et tout ce qui est pétition parce que faut quand même qu'on se rende compte que c'est l'après-coup qui va être compliqué. On a eu des enfants et des adolescents qui se sont vachement conformés, qui ont mis le masque, qui ont même sûrement eu, par peur de la mort, des réflexes de conformisme. On ne s'attendait pas à ça.
et du coup, qu'on questionnait un peu, mais qui ont fait, qui ont agi, qui ont suivi. C'est l'après-coup qui va se poser. C'est quand il y aura de nouveau des libertés, qu'est-ce qui va se passer, quels vont être les retentissements de tout ça. Alors, je vous lis Roland. Sur Roland. Alors, en effet, en tant que parent, en tant que famille au sens élargi ou même en tant que professionnel, on peut redouter que l'enfant il soit la cible, c'est vrai. Et pour autant, en effet, dans moi, les exemples que j'ai eus, c'est, j'ai pas envie de dire encore plus difficile parce qu'il y a pareil, pas d'échelle, mais le parent d'un enfant qui est intimidateur ou d'intimidatrice, c'est-à-dire un élève ou une élève qui va exclure les autres ou qui va être la leaduse ou le leader d'une situation de harcèlement ou de rejet d'un autre élève ou de moquerie ou autre, bah, le parent il se retrouve bien embêté parfois parce qu'il n'a pas du tout cette image-là de son enfant. Mais du coup, il le connaît, hein. Vous connaissez vos enfants, j'ai envie de dire par cœur au quotidien, au sein de la famille. Et puis, l'enfant, il n'a peut-être pas la même manière d'être au domicile qu'à l'école, mais en tout cas, les ressentis des parents, pour moi, sont toujours un peu les mêmes. Il y a un mélange entre, je veux dire, en tant que parent, on peut ressentir et de la déception et de la culpabilité, énormément de culpabilité, parce qu'on se dit, mais on n'a pas vu, mais on n'a pas fait en tant que parent, mais on n'a pas bien fait. Vous voyez, là, c'est le côté parent idéal, et il y a quelque chose qui vient attaquer le parent lui-même, et d'autant plus si le parent il a vécu des choses avant aussi, et que ça lui fait écho à ce qu'il a pu vivre. Mais du coup, qu'on soit un parent d'un enfant cible, d'un enfant témoin, d'un enfant intimidateur ou intimidatrice, je pense que faut replacer l'enfant au centre. C'est-à-dire, c'est l'enfant qui sait, c'est l'enfant qui vit les choses. Et donc, que ce soit parent, psychologue, professeur des écoles, enfin n'importe quel adulte autour, il n'y a pas forcément une visée de conseil. L'enfant, il sait, vous l'avez éduqué avec des principes, des valeurs. À l'école aussi, on leur inculque des principes, des valeurs. Il sait ce qu'il fait. Il sait pourquoi il agit, ce qu'il agit. Alors, pas forcément, mais du coup, on peut l'accompagner là-dedans, mais en allant le questionner, parce que c'est lui qui aura les propres ressources, les propres manières de réagir. Et je pense que c'est là où ça déculpabilise le parent, parce qu'il y a un moment, il faut lâcher prise. Ce qui se passe à la maison, ça se passe à la maison, ou à l'appartement, enfin au domicile. Ce qui se passe à l'école, ça se passe aussi à l'école. C'est-à-dire que c'est de la responsabilité aussi de l'école. Enfin, il y a deux pans. Donc, tomber sur l'enfant et être dans un interrogatoire ou lui dire oui, mais pourquoi, enfin, ça se trouve, il n'a pas forcément envie de le dire et de vous décevoir ou de vous faire culpabiliser. Donc, je ne sais pas si je réponds à la question, mais je répète, comment se rendre compte que bah, quand on perçoit un comportement un peu dominateur, mais c'est un bien grand mot parce qu'un enfant qui lead, qui dirige, c'est une force, hein. J'ai envie de dire, plus tard dans la société, bah voilà, cet enfant-là, il aura cette facilité, c'est naturel pour lui, il n'y a pas d'effort, le groupe le suit. Peut-être qu'il faut accentuer, si vous sentez que votre enfant, bah, il pousse les autres un peu vers le bas ou à attaquer les autres pour exister, parce que c'est toujours une question pour exister, peut-être qu'il faut l'accompagner au niveau de valeurs et transférer ça dans une situation plus sereine. Tu diriges certes, mais tu peux pousser les autres à faire des actions sans aller prendre le territoire de quelqu'un d'autre. Enfin, je pense que c'est du dialogue et c'est des valeurs. On en revient là, juste des principes éducatifs. Mais c'est à vous de le sentir. J'essaie de vous suivre. Vous me dites si je ne vous réponds pas hein, correctement. Vous reposez, n'hésitez pas à la question. Le fait enfin, moi, quand on parle prévention, parce que prévenir, c'est anticiper en effet, mais c'est surtout sensibiliser. Donc oui, moi, je milite et je suis profondément convaincue que si on sensibilise les enfants sur des thèmes, ça leur permet après de réfléchir. S'ils ne savent pas de quoi il s'agit, s'ils le rencontrent à travers un discours ou qu'ils le fantasment à travers les autres, ça peut être compliqué. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas faire tabou avec les enfants, que même si ce n'est pas vous qui leur expliquez, ça va être ou d'autres familles ou un autre élève, que ce soit pour les écrans, que ce soit pour la sexualité, que ce soit pour tout type de comportement, d'événements qu'ils vont pouvoir rencontrer dans leur vie. Donc, vis-à-vis du harcèlement,
pour moi, c'est même pas le harcèlement. On ne devrait pas sensibiliser au harcèlement, on devrait sensibiliser à la coopération, en fait, au bien vivre ensemble. C'est-à-dire qu'on a le droit de ne pas s'entendre avec tout le monde. Par contre, on peut chacun, chacune y trouver une place et exister à sa manière. Et c'est surtout en apprenant à connaître l'autre, parce que moi, je suis assez stupéfaite quand je vais dans les établissements. Allez, là, je parle plutôt chez les plus grands, parce que les petits, on voit que les professeurs des écoles prennent le temps qu'il y ait une rencontre qui se fasse. Il y a des prénoms, il y a des étiquettes, il y a quelque chose. Mais plus ils grandissent, plus ça perd un peu cette essence-là même de la rencontre. Et du coup, on arrive par... Là, on est... au mois d'avril, j'interviens dans un CFA ou un collège ou un lycée. Il y en a, ils ne se connaissent pas. Ils ne connaissent même pas le prénom de tous les élèves de la classe. Même dans une classe où parfois ils sont 15. Ils ne s'intéressent pas aux autres. Et du coup, là, ça questionne. Parce que, OK, on s'intéresse à ses proches. OK, l'école, ce n'est pas les amis, ça peut être que les camarades. Mais à un moment, quand on partage un bon nombre d'heures avec d'autres êtres humains, c'est le minimum de connaître le prénom, le nom de famille, enfin, l'identité de la personne. Et du coup, d'autant plus après, c'est fort, c'est ce que la personne elle a comme intérêt. Moi, je suis assez stupéfaite quand je fais de la prévention de me rendre compte qu'ils s'apprennent pendant des temps de prévention, qu'ils regardent le même film, qu'ils sont passionnés par le même jeu, qu'en fait, ils ont le même style. Enfin, en fait, ils se rencontrent. Et je pense que c'est ça qui est à favoriser, c'est la rencontre, l'éveil. Et se dire que l'autre, euh, ben, il a autant le droit que tout être humain à être là. Enfin, c'est l'égalité, c'est ça vers quoi on tend, hein. La fraternité, la sororité, c'est le partage que personne dérange en fait. Et je trouve ça génial dans les classes quand il y a un ou des élèves en situation de handicap, tout handicap confondu, où le professeur ou la professeure des écoles prend un temps spécifique pour dire les choses, présenter. Et dans ces classes-là, waouh, il y a une ouverture d'esprit, enfin, c'est marquant. Mais du coup, il faudrait le faire dans chaque classe et pour chaque élève, en fait. Ce n'est pas la question du handicap qui se pose, c'est la question de tout un chacun. Quand on qualifie un camarade de timide, il est timide, on ne l'entend jamais, c'est très dévalorisant, en fait. Qu'est-ce que la timidité? Enfin, il y a un moment, c'est très important d'avoir des personnes dans un groupe qui sont dans l'observation, qui n'y vont pas comme ça avec impulsivité, qui analysent et puis qui ont toujours le mot juste, on s'en rend compte, qui sont patients. Et du coup, avoir comme ça cette image de la personne timide, inhibée ou autre, c'est aussi dans le discours des adultes. Hein. C'est une étiquette qu'on colle parfois aux enfants, alors qu'on pourrait très bien voir le contre-pied et que tout le monde puisse apprendre de l'autre. Je lis vos questions, excusez-moi. Merci Roland pour les remarques. En effet, je pense que de toute manière, cette idée de travailler la coopération, pour moi, elle a un intérêt qui est certain, c'est que ça facilitera de toute manière les apprentissages. Enfin, il y a un moment, je ne parle pas forcément dans un système scolaire alternatif, type Montessori ou autre. Je parle dans la pédagogie là, telle qu'elle est dans les classes, c'est là où ça se développe, parce que un élève en difficulté, si un autre a des forces développées, il saura vers qui se tourner et du coup, à deux, ils s'aideront. Et puis, en fait, ils apprendront comme ça qu'ils pourront créer une entreprise plus tard. Enfin, il y a un moment, c'est vers ça qu'on va. C'est dans le partage, c'est en respectant le rythme de chaque élève aussi et les difficultés de chaque élève. Enfin, moi, je trouve louable les professeurs des écoles qui changent les places, créent des duos assez improbables, cassent parfois les amitiés en classe pour qu'il y ait une réelle connaissance de l'autre. Alors oui, de fait, on les change de place, mais quand c'est réfléchi, quand c'est un peu aléatoire, quand ça crée une surprise, il y a des vraies amitiés qui se créent dès l'école. Et c'est beau et magique à voir, vraiment. Vraiment. Alors, excusez-moi, je lis un enfant intimidateur. Très bien. En effet, là, c'est un point important. Je reformule. Il y a un point qu'on n'a pas forcément mis en avant jusque-là, que je n'ai pas forcément mis en avant, c'est le côté insidieux du harcèlement. C'est-à-dire que le harcèlement, tel qu'il est décrit, il ne se fait pas sous le regard de l'adulte. S'il se fait sous le regard de l'adulte, par exemple, quand vous avez un enfant qui, à la maison, tape son frère ou sa sœur devant le parent, là, c'est que l'enfant, il cherche une réaction du parent. Il vient, il fait le spectacle pour que le parent réagisse et peut-être vienne
le gronder ou le reprendre. C'est une façon de se faire aimer parfois et d'exister dans la famille. Mais là, dans le cadre, par exemple, scolaire, c'est souvent dans des espaces où cachés, où il peut y avoir des témoins, mais pas forcément l'adulte. Et du coup, parfois, il y a l'adulte qui se sent coupable de ne pas avoir vu, alors comme le parent, mais faut savoir que c'est normal, c'est le but du harcèlement, en fait, de ne pas se faire prendre. C'est limite assez stratégique. Et du coup, en tant que parent, on se retrouve là, assez désarçonné, désappointé et désarmé quand on apprend que son enfant a fait ça, agi comme ça, ou que son enfant a subi ça, a été intimidé. Partez du discours des enfants, partez de ce que les enfants ont raconté comme histoire. Parfois, ça se déballe, hein. Et si vous sentez que ça ne veut pas sortir et que ça bloque, partez du principe qu'il faut aller les faire dialoguer avec d'autres professionnels ou d'autres personnes. Mais on peut se sentir un peu surpris, même parfois un peu choqué de se dire « mais moi, mon enfant, il est parfait ». J'exagère quand je dis ça, mais c'est vrai. Il y a un moment quand l'enfant, il se conforme, il a des bons résultats, il ne dérange pas. Sauf que là, on ne parle pas de l'être, on parle du faire, on parle de l'attitude. Et du coup, dans un groupe, parfois, l'attitude, elle peut être où, pour avoir un peu plus de pouvoir, j'attaque un peu l'autre. Voilà. Mais pour autant, ça se reprend parce qu'il y a de l'émotionnel derrière. Il y a des fois de la méfiance. Oh là là, j'ai une moins bonne note, donc je vais le calmer. C'est vraiment une question de dynamique, hein, et vraiment d'énergie. Alors, si jamais je passe, pardon, vous me dites si je vais un peu trop rapidement aux autres questions, mais si jamais votre enfant vient à un moment et dépose, votre enfant, votre nièce, votre neveu, enfin quelqu'un autour de vous, ou même en tant que professionnel, coach ou autre, si l'enfant dépose une parole, pour moi, c'est sacré. Enfin, c'est-à-dire qu'on l'accueille. Si vous avez peur d'oublier, vous notez. Mais il y a un moment, à tout de suite, en fait, vous faites la même chose que vous ferez si ça concernait votre enfant, c'est que soit vous connaissez les parents, vous appelez les parents, soit vous écrivez au professeur des écoles, enfin, il y a un moment à la professeure des écoles ou au professeur des écoles, parce que l'enfant, il a fait la chose la plus courageuse. C'est-à-dire qu'il est venu vous en parler, son camarade est victime d'eux, son camarade est la cible d'eux, et en plus, ça l'inconforte. Donc, il faut aussi le rassurer du fait que, oui, il y a eu beaucoup de courage dans ce qu'il a fait, oui, les adultes prennent le relais, et puis, vous pouvez aussi l'aider à se positionner. C'est-à-dire qu'en tant que témoin de ça, surtout si c'est son copain ou sa copine, il peut se positionner aussi. Parce que clairement, une dynamique, un phénomène de harcèlement peut se casser comme ça, hein, par le fait qu'une personne intervienne, par le fait qu'un camarade vient en sauver un autre, j'ai envie de dire, d'une situation inconfortable. Dernier exemple en date, moi je vous dis, un petit patient, un élève, un enfant d'une dizaine d'années qui vient parce qu'à la cantine, plusieurs garçons, dont 2 de ses anciens copains, qui ne le sont plus vraiment, mais qui se sont ralliés à un plus gros groupe, qui existe dans un plus gros groupe, viennent et l'invectivent en plein milieu de la cantine, crient, mais les adultes n'auraient pas entendu, on va te massacrer, on va te goumer, enfin, vraiment quelque chose d'horrible. Enfin, il y avait une menace qui pesait, et puis vraiment de là à aller jusqu'à à parler de mort. Et du coup, l'enfant complètement désappointé, scotché, parce que ça lui est tombé dessus comme ça, que c'était la première fois, il est parti en courant. Une copine à lui qui était avec lui à ce moment-là, elle est partie avec lui en courant. Il l'a dit à la professeure des écoles, il l'a dit à ses parents, et les choses ont été reprises, les enfants recadrés. Pour autant, imaginez la violence des propos. Et puis, c'est pas il y avait un leader dans le groupe, mais du coup, c'est pas une personne, c'est un groupe. Et les mots sont forts. Et du coup, à quel moment on laisse ou on reprend pas? Enfin, c'est impensable, surtout si l'enfant vient déposer ça. Donc, que l'enfant soit témoin ou cible d'eux, on prend la parole, on rassure, on explique que ça y est, c'est dit, et ça va vite s'arrêter. Et puis après, on lui explique que c'est pas parce qu'il est lui, c'est juste la situation qui fait ça. Alors, les qualités. Pour répondre à, pardon, hein, monsieur Roland, madame Roland, je ne sais pas. En effet, je répète, j'axe beaucoup ce soir peut-être sur la question des forces, mais pour autant, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'un enfant qui peut être plutôt observateur et qui réfléchit
bah, peut-être pas lui, et comme il n'est pas dans l'impulsivité, il est plus dans la patience, la persévérance, et il apprécie l'autre à sa juste valeur. Vraiment, je vous le fais comme ça parce que c'est comme ça des fois. Oh, ils m'ont dit ça, mais bon. Il y a un moment, ça l'impacte pas plus, il vit plutôt bien avec ses émotions. Cet enfant-là, c'est sa force, pourquoi pas, mais les autres vont venir pouvoir l'accompagner et l'épauler. Parce que si cet enfant-là, il a un ou une camarade qui, par contre, là, est dans et la créativité et le bien vivre avec les autres et la détermination, j'ai envie de dire, et la justice, qui a vraiment comme force la justice et qui n'aime pas les inégalités, et bien là, c'est l'autre qui va pouvoir prendre le relais, qui va pouvoir aller au-devant de la situation et à la moindre attaque verbale ou morale ou physique, va intervenir et va prendre, j'ai envie de dire, va être la béquille de l'élève. Ça se fait en équipe aussi, hein. La défense se fait en équipe aussi. Pour autant, ignorer parfois peut aussi être une solution, hein. Il y a des personnes qui, pour exister, vont venir attaquer parce qu'ils attendent une réaction en face. S'il n'y a pas de réaction, des fois, ça tombe comme ça ne marche pas. Et donc, la blague n'a pas marché, la moquerie n'a pas marché, ou parfois, ça ne marche pas. C'est pas le cas. Alors, la différence entre, en effet, je vous parle beaucoup école, parce que là, je suis intervenue à Fontenay-le-Fleury dans les écoles, et que, en effet, au niveau des écoles, on va dire, les parents, j'ai envie de croiser les doigts, se mobilisent, se rendent aux réunions, toutes et tous sont là quand il y a des cafés des parents, dont le prochain j'espère. Enfin, les parents sont là et partagent entre parents et vont au rendez-vous avec les professeurs des écoles, avec les directeurs, directrices. Enfin, il y a un côté où il y a plus la présence des adultes peut-être en première ligne. Par rapport au collège, ça dépend des collèges déjà, parce qu'il y a des parents qui vont être parents d'élèves même au collège et qui sont très, très impliqués dans la vie de l'établissement. Pour autant, au collège, on favorise beaucoup le pôle médico-social, c'est-à-dire que les interlocuteurs, interlocutrices se présentent en début d'année, interviennent dans les classes, dont l'infirmier, l'infirmière, ou psychologue, psychologue, assistant social. Il y a comme ça un mouvement où il y a des ressources. La ligne d'écoute pour les adolescents, elle leur est présentée. Il y a un moment, il y a quand même ce relais-là. Et à l'adolescence, ça dépend des ados, ça dépend des parents, mais il y a un dialogue parce qu'il y a, ça y est, une mise en mots, il y a un regard critique, il y a des groupes d'appartenance qui changent, donc les enfants communiquent. Pour autant, c'est vrai que moi, pour avoir beaucoup de patients adultes qui témoignent de leurs années collège comme d'une catastrophe et comme des années horribles, ce n'est pas le cas de tous les élèves. C'est pas le cas de tous les élèves, parce qu'il y a la différence entre l'école et le collège, c'est que parfois, il y a une multiplication des classes, des nombres de professeurs, d'élèves, ça fait beaucoup de monde d'un coup, et donc quand on se retrouve noyé dans la masse comme ça peut être d'autant plus difficile d'aller mobiliser des ressources, d'où l'importance de les connaître, comme Fil Santé Jeune, la ligne pour les ados, pour les 12-25. C'est important. Alors, en effet, j'étais en train de lire la remarque de monsieur et madame Roland, de répondre du tac au tac. En tant que parent, quand là, je vais partir du principe que c'est le parent qui réceptionne, ou la tante, l'oncle, la mamie, ou quelqu'un proche de l'enfant, voit cette situation lui arriver. Alors, c'est la première réaction, ça peut être oui, de la sidération, de la surprise, de l'étonnement, ou de la tristesse, de la colère. Il y a plein d'émotions. Déjà, il faut pouvoir les identifier, ces émotions. Et après, il y a un recul qui est nécessaire. Parce que répondre comme ça directement, pourquoi pas, si c'est fait de façon structurée en 3-4 lignes. C'est-à-dire, moi je dis souvent aux parents, ok, sollicitez en effet dès ce soir, mettez un petit mot au professeur des écoles avec les faits, les ressentis et la question. C'est-à-dire la question, c'est qu'est-ce que vous allez faire pour accueillir ce qui se passe. Après, je tiens à le dire, je vais le dire en toute honnêteté, c'est une réalité de toute manière. Si jamais l'enfant il ne veut pas retourner à l'école, pour X ou X raison, mais lié à une situation de harcèlement comme ça ou d'inconfort à l'école, il faut savoir que le harcèlement scolaire, c'est un motif qui ne nécessite pas de passer... c'est un motif d'absence qui ne nécessite pas forcément de passer par le médecin, hein. C'est-à-dire ça et l'absentéisme, c'est deux motifs où, il y a un moment, on prévient en tout cas l'établissement. Il faut toujours prévenir quand il y a absence, mais par contre,
Si l'enfant il a besoin d'une journée de repos ou de plusieurs journées de repos, oui, parfois un temps même, parce qu'il a vécu quelque chose de difficile, de grave, il faut aussi prendre ce temps de pause-là, en famille. Parce que parfois, ça vient bouleverser une dynamique familiale. C'est vrai, une vie de famille. Même les frères et sœurs, ça peut venir un peu tout bousculer. Le point positif, c'est la communication dans la famille. C'est que les choses puissent se dire, que tout le monde puisse se rassurer, la protection. Pour autant, c'est vrai que moi j'ai rencontré des familles et j'en ai eu par téléphone qui ont déménagé dans le cadre de situations de harcèlement. Donc c'est quand même quelque chose qui peut amener à quelque chose de grave. Par contre, pour ne pas répondre du tac au tac et par exemple s'empresser d'aller appeler les parents des autres élèves ou autres et qu'après ce soit un espèce de harcèlement entre parents, en effet, si ça se passe à l'école, vaut mieux passer par les interlocuteurs, interlocutrices de l'école pour se protéger. Parce qu'en effet, entre parents, après, on peut défendre son enfant. C'est plutôt sain et légitime de défendre sa progéniture, même si il ou elle est responsable en partie. Alors, si malgré le repos, il ne veut pas y retourner, alors, tout dépend dans le sens où, là, c'est pas un avis que j'ai envie de donner, c'est juste penser à votre enfant. Peut ne pas vouloir aller à l'école pour plein de raisons, de toute manière. Il n'y a pas que le harcèlement. Enfin, ça, c'est une réalité. Il peut y aller aussi par flemme, ou parce que les écrans, c'est plus sympa, ou parce que rester avec les parents, la famille, c'est plus cool, et que les vacances... Enfin, il y a plein de raisons qui font que l'école, ça peut être compliqué. Faut bien évidemment essayer d'aller voir un peu et d'aller approfondir, et si c'est pas vous, c'est de l'extérieur, mais les causes. Après, une pause dans la vie d'un enfant, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Enfin, là, on peut parler après des extrêmes et que ça développe une phobie scolaire. Et oui, parfois, ça peut aller jusqu'à une phobie scolaire. Il y a des solutions, j'ai envie de dire, ou des aménagements possibles avant d'en arriver à ou un changement d'établissement ou une pause dans la scolarité. Il y a des choses qui peuvent se penser, en fait. Un changement de place, un changement de classe, la prise en compte... c'est-à-dire qu'il y a une réaction vis-à-vis de l'intimidateur ou de l'intimidatrice, qui est quelque chose qui se passe en fait, qui est la prise en compte de cette situation de harcèlement et qu'elle s'arrête, c'est-à-dire qu'il y ait un protocole qui soit mis en place, parce que des fois il n'y a pas de réponse, mais là il en faut une. Donc si la situation elle s'estompe et que l'élève petit à petit revient, ça ira, ça dépend de quelle atteinte il y a eu. Il y a eu des cas par exemple de partage de contenu intime où là l'intégrité de l'élève avait été trop touchée et du coup, l'élève ne se sentait pas de revenir parce que ça avait fait rumeur dans plein de niveaux et bon, après tout est entendable, j'ai envie de dire. Nous, en tant qu'adultes, si on souhaite à un moment quitter un poste ou changer d'environnement ou déménager, on le fait. L'enfant, il faut aussi écouter lui, ses émotions et ses ressentis. Donc une bonne ressource, je vous la glisse comme ça, mais si jamais vous sentez un élève dans votre entourage qui décroche, pour le raccrocher, pour l'accrocher à la scolarité, il y a plein de dispositifs qui existent via votre ville, via votre mairie, mais il y a des missions qui luttent, qui luttent contre le décrochage scolaire, j'ai envie de dire. Et il y a plein d'associations ou de dispositifs qui sont là pour vraiment accompagner ça. Même si ce n'est pas au sein de l'établissement, c'est souvent rattaché à. Et après, phobiescolaire.org, qui est dirigé par Luc Maty, c'est quand même une vraie ressource, une mine d'informations, un site internet très complet, où vous pouvez même les solliciter, les appeler ou autre. Moi, pour avoir travaillé avec, c'est vraiment une ressource où vous pouvez partager. Pour moi, je ne l'ai pas encore dit ce soir, mais parce que c'est ce qu'on ne fait pas là ce soir, mais qu'on fera sur le café des parents, le partage entre parents est primordial. Moi, ça fait 8 ans à peu près que j'anime des temps pour les parents. Les groupes d'échange, les ateliers, enfin, pour moi, c'est essentiel. C'est essentiel de prendre un peu de recul, de se rendre compte qu'il y a plein d'autres parents qui vivent des situations similaires et donc plein d'autres enfants, même si chaque situation est unique, mais d'entendre un peu ce que les autres ont vécu par des témoignages ou des situations de crise qui se déposent parfois, c'est important parce qu'on se rend compte des leviers et des ressources qui peuvent exister. C'est ça que je voulais dire. Donc, sincèrement, je vous invite, si vous ne l'avez jamais fait,
là ce soir, je suis ravie qu'on soit nombreux et nombreuses, mais allez-y sur des temps, pas forcément de conférences, mais de groupes d'échange entre parents. La ville, elle tend là à vous en proposer un, saisissez-vous de cette occasion-là. Parce que c'est entre parents que vous pourrez en plus construire des réponses et être parents ressources entre vous. Et partager. Est-ce que ça va? N'hésitez pas à le faire savoir. Ou si vous êtes assoupi derrière votre écran, vous faites signe aussi. Oui, les groupes d'échange, les groupes parents, vraiment, sont indispensables. C'est depuis la nuit des temps qu'il y a des groupes, de la tradition orale, mais moi, pareil, je suis convaincue et je veux vous convaincre qu'il y a un intérêt à les partager. J'en anime beaucoup, moi, sur l'adolescence, mais pour autant sur plein d'autres thématiques. Et c'est même à vous, parfois, de proposer des thématiques parce que, en fait, un sujet peut amener même à de la prévention, c'est-à-dire à imaginer comment va être l'adolescent et à se projeter et à se poser des questions, à juste être dans une réflexion. Et parfois, c'est aussi important en situation de crise ou même après une situation compliquée en famille, de venir reposer un peu les choses. Je vais vous parler quand même, j'y pense parce que tout à l'heure, je l'ai évoqué, la méthode de la préoccupation partagée, qui est une des 3-4 méthodes utilisées en France et qui se déploie quand même en Île-de-France, donc par Monsieur Bellon. C'est une méthode qui se résume assez rapidement, j'ai envie de dire. Je vais vous la faire. Il y a plein d'étapes pour cette méthode, mais je vais vous le dire parce que c'est en 2-3 questions que vous pouvez vous réutiliser chez vous, même avec vos enfants quand ils sont plusieurs ou avec les cousins, cousines. La méthode de la préoccupation partagée, elle est contraignante, elle est non blâmante et elle dure dans le temps jusqu'à ce que la situation de harcèlement s'arrête. Allez, dans l'idéal, en quelques jours, ça part, en quelques semaines, ça disparaît. Mais il y a un suivi. Et en fait, elle se passe comme ça, c'est une méthode qui implique tout le monde. Alors oui, il faut mobiliser une équipe, c'est-à-dire que ça peut être des professeurs des écoles, ça peut être le directrice, le directeur, mais ça peut être aussi d'autres membres, psychologues, infirmiers ou d'autres personnes, des intervenants extérieurs. Mais il faut mobiliser quand même des ressources parce que ça se mène par des entretiens. Des entretiens qui se passent en individuel avec tous les protagonistes de la situation, même d'autres. C'est-à-dire si dans une classe, il y a une situation de harcèlement, eh bien, vont être mobilisés, vont être interrogés, interviewés, par exemple, des témoins, la cible, les intimidateurs potentiels ou intimidatrices, ils sont plusieurs. Et du coup, ça va se poser en une question. La personne qui mène l'entretien, elle va dire « Oh là là, je suis préoccupée par ce qui arrive à ce groupe, cette personne. J'ai appris que, qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que tu proposes ?» Vous allez dire oui, mais attendez, là, ils ne vont pas forcément se positionner ou autre. Alors déjà, si, parfois, quand on intimide, là, tout de suite, on veut se mettre en position de sauveur ou de sauveuse et donc on propose des choses. Mais du coup, s'il n'y a pas de proposition, en gros, ça va être contraignant dans le sens où à chaque récréation ou peut-être pendant un temps, il va y avoir cette même question qui va être posée aux différents interlocuteurs, interlocutrices, pour que la préoccupation, elle agisse en fait, pour que la situation, elle s'arrête et que les solutions viennent des élèves et non pas des adultes. Que ça se règle entre eux. Mais pas en règlement de compte, en solution pour qu'il y ait des perspectives. Et donc parfois, vous avez le leader ou la leaduse ou l'intimidateur ou l'intimidatrice qui se met à dire « Ah oui, je vais l'aider, je vais l'inclure dans le groupe, on va jouer au foot avec ou à la marelle, j'en sais rien, je vous donne des exemples comme ça. » Et du coup, se met en autre position de pouvoir. C'est ce qu'on appelle le processus de conversion. Donc ça, on casse aussi parce que on casse nous après derrière parce que c'est très sympa, sauf que ça remet une position de pouvoir. Alors que l'idée est qu'il y a une prise en compte des besoins de la personne qui est la cible d'eux. Que ce soit elle, en fait, qui au fond se sente bien et décide au final si elle continue à participer à un groupe ou si elle préfère se mettre en retrait, changer de groupe. Il y a quelque chose d'important à travailler avec tous les interlocuteurs, toutes les interlocutrices. En effet, quand vous parlez de mise en situation, alors moi j'adore, j'en fais beaucoup. On appelle ça la résistance, le RAP, la résistance
à la pression des pairs, des autres. C'est vraiment pour que les élèves, les enfants puissent se projeter à différentes places. C'est ce qu'on a fait avec Madame Rossi dans les classes, c'est-à-dire que j'arrivais avec une situation problème, ou dans les situations problèmes, il y en avait plusieurs. Il y avait la situation où les élèves étaient, eux, rejetés ou elles rejetées, et la situation où ils étaient témoins d'une situation de rejet. Et du coup, c'était trouver les solutions par eux-mêmes de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on propose, et être dans la créativité. Et en effet, ça permet de se projeter. Le théâtre forum, les mises en situation, tout ça, c'est un réel outil. C'est le jeu je l'ai plus, les 3 figures, pardon, de Serge Tisseron qui approfondit ça. Si ça vous intéresse, vous pourrez aller regarder le jeu des 3 figures, qui est vraiment avec le persécuteur, le témoin et la cible. On permet un changement de position. Oui, c'est ce que j'essaye de dire depuis le début, pardon, pour ceux qui ne lisent pas la question, c'est vraiment que c'est une question de place. Et en fait, il y a un moment pour survivre dans un groupe, hein, si on reprend l'histoire, bah oui, il y avait des prédateurs, prédatrices, et puis il y avait de la survie en fait. Fallait exister. Ce qu'on tend à faire là, avec un groupe classe, avec un groupe dans une école ou dans un club ou un centre aéré ou d'art plastique ou de musique, c'est vraiment que chacun, chacune ait sa place. Qui ait un équilibre en fait. C'est pas forcément une égalité pure et dure, c'est un idéal, mais qu'il y ait une certaine sérénité pour qu'il y ait une dynamique et que ça aille vers bah oui, un dépassement de soi en fait, et que par de la créativité et non de la destructivité, le groupe il puisse s'élever en fait, partager et je répète, apprendre de l'autre. C'est des concepts de l'estime de soi, hein. C'est comment je me connais pour après aller connaître l'autre. Donc c'est par étapes qu'on fait ça. Et tout ça par les émotions avant tout. Je voulais vous montrer ce soir, vous allez mal le voir, il est là, le violentomètre. Je vous parle d'outils parce que cela, il se trouve facilement sur Internet. Le violentomètre et le michtomètre, ce sont des réglettes que vous pouvez utiliser en famille ou à l'école, en classe, alors qui sont adaptés plus après à un niveau collège pour le michtomètre et lycée. Mais bon, pour autant, moi, ça m'est déjà arrivé de l'utiliser avec des plus jeunes en adaptant mon langage. C'est vraiment pour comment dire, repérer à quel moment de la relation on est. Est-ce qu'on est dans une relation saine? Est-ce qu'on est dans une relation où là, il faut être vigilant parce que ça devient un peu violent? Ou est-ce que là, vraiment, c'est violent et il faut demander de l'aide? Ça, c'est pour le violentomètre. Et pour le michtomètre, qui est un nouvel outil qui est un peu en stade pilote, là, qui est en train d'être testé, j'ai envie de dire. Pour le michtomètre, c'est vraiment, est-ce qu'on est en relation de couple? Parce que là, c'est plutôt quand il y a un couple, hein, donc un peu plus grand, les enfants, mais pour autant, il y en a qui sont en couple à l'école élémentaire. Mais est-ce qu'on est en relation de couple? Est-ce qu'on est en relation de prostitution et de michetonnage? Ou est-ce que c'est carrément du proxénétisme? Et aujourd'hui, se pose réellement cette question. Réellement. Avec, comme je vous le disais tout à l'heure, la question de la place de l'argent, du paraître, de la réussite, de ce qu'on est prêt à faire pour exister et se montrer. Donc, ce sont 2 outils comme ça dont je voulais vous parler comme ça en rapide, parce que ça peut, s'il y a des professionnels, vous pouvez vous en saisir et les trouver. C'est par la CPE, l'association qui est là pour lutter contre la prostitution des enfants. Donc, n'hésitez pas, mais ça fait partie des outils clés. Merci pour le partage du michtomètre. Je répète, il est qu'en essai pour le moment pour le michtomètre. Il n'y a qu'une maquette. Maintenant, sur non-harcèlement à l'école, vous trouverez des ressources. Là, j'ai sorti les questionnaires, mais il y a des parents qui, des fois, se retrouvent un peu démunis. Je me rappelle, moi, d'un appel d'une maman en plein milieu d'un village paumé en France et qui me dit « Mais moi, je ne sais pas qui aller voir. Ma fille, elle n'en peut plus de ce qui se passe à l'école. Qu'est-ce que je fais ?» Et avec cette maman, on a travaillé ensemble. J'ai envie de dire travailler parce que oui, on a pris un temps toutes les deux pour partir du questionnaire qui existe sur le site Non Harcèlement à l'école. Il y en a un pour l'école, il y en a un pour le collège et lycée, qui est un tableau. Et en fait, dans le tableau, on peut cocher où en est un peu l'élève, ce qu'il vit. Comme ça, le tableau, il peut servir de support, de discussion et surtout aider le parent à mener un peu, j'ai envie de dire, l'entretien.
cette maman, elle se retrouvait un peu isolée, donc je lui ai donné les ressources à distance, mais après, elle a pu au moins dialoguer avec sa fille et ça a fait beaucoup de bien, en fait, là, dans le fait de verbaliser les choses. Merci, hein, pour le partage des ressources sur le chat. Donc des outils, il en existe. Je ne veux pas vous perdre et vous dire qu'il faut à tout prix aller tout étudier. Pas du tout, pas du tout. Moi, c'est mon boulot, en fait. Donc, et c'est le boulot des professionnels autour de vous accompagner là-dessus. Mais là où, en tant que famille, en tant que parent, vous pouvez avoir un impact et un rôle à jouer, c'est sur le volet émotionnel. Moi, je fais souvent la promotion des cartes sommeil avant de dormir et de la météo des émotions collée sur le frigo. Parce qu'il y a un moment, si on dialogue et on se dit déjà les choses, ça peut éviter les crises. Ça peut éviter les décharges et les conflits. Parce que et adultes et enfants apprennent petit à petit à déposer leur état émotionnel. Et ça facilite grandement les échanges par la suite. Et c'est juste, le cerveau, il a à s'adapter et à apprendre, en fait. Ça s'apprend, en fait. De reconnaître, comme on l'a fait avec Madame Rossi dans les classes, de reconnaître ce qu'est la tristesse, l'émerveillement. Enfin, c'est vraiment un dialogue qui se fait par le ton et par le discours, mais aussi par la posture, par le regard, par tout ce qui se passe dans le corps. Donc moi, je suis pour que les enfants aient une activité qui passe par le corps. De décharge, mais aussi de danse, d'art ou de théâtre. Enfin, c'est un réel outil. Il y a beaucoup d'enfants où les parents disent mais moi, ils ne s'affirment pas. Bon, c'est une façon d'étiqueter ou d'écrire, hein, il n'y a pas de problème, mais du coup, le théâtre peut être un outil. Sans oublier les forces de l'enfant, avant tout. Je vois que le temps file. Hein. S'il y a des questions, allez-y, n'hésitez pas. Madame Rossi, si vous voyez quelque chose, un point à aborder. Non, c'est très complet. Merci. Madame Rossi qui a participé au groupe. Hein, Ouais. Et ça a été un réel plaisir et c'était très intéressant de voir les enfants prendre le sujet en main et les réponses, moi je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'enfants qui aient vu, qui aient vécu ou des situations de harcèlement dans les écoles. Et c'est vrai que c'était intéressant de les en entendre parler et très vite, ils avaient cette force de savoir comment remettre du lien entre eux et comment s'entraider. Et c'était vraiment très intéressant. Et je pense effectivement c'est par ça qu'on doit passer pour accompagner les enfants à grandir et à devenir les adultes et les citoyens de demain. En effet. Mais d'où notre surprise dans une école et la surprise des professeurs des écoles quand on a abordé la thématique des écrans et qu'on s'est retrouvé confronté à une libération en effet de la parole. Ils se sont sentis à l'aise de dire ce qu'ils vivaient ou ce qu'ils vivaient en dehors de l'école aussi, mais avec des enfants qui ont, oui, là, à peine la dizaine hein, et qui sont confrontés à des contenus qui les choquent ou qui les questionnent, qui sont confrontés à des situations un peu d'harcèlement en ligne via les jeux, et donc moi je ne diabolise pas du tout les écrans, mais pour autant on s'est senti vraiment, on était quatre ce jour-là surprise de ce qui se passait. Bah oui, il y a de quoi, parce que ça veut dire que les enfants ils en parlent pas forcément, de peur qu'on leur enlève les écrans, de peur que, donc il y a un moment je pense qu'il faut être vigilant et vigilante là-dessus, sur l'accompagnement de ce qui se passe sur les outils numériques en dehors parfois de l'école, parce que même quand ils n'ont pas les écrans ils l'entendent dans le discours des autres le lendemain en cours de récréation. Donc, il y a un moment, soyons vigilants là-dessus. Oui, et puis il y a déjà eu des actions hein, sur le harcèlement, le cyberharcèlement à Fontenay, mais je pense qu'on a eu le retour de toutes les directrices d'école qui nous ont dit qu'il faut y retourner. On a été choqués de voir la quantité d'enfants qui jouaient à des jeux en ligne qui ne sont pas du tout de leur âge, qui vont sur des plateformes de partage qui ne sont pas du tout de leur âge. Et je pense qu'il faut qu'on puisse répondre à ça aussi.
De toute façon, il y a un projet avec le permis Internet dans plusieurs classes de la ville avec notre référente du commissariat, Madame Lepuil. On est en train d'étudier avec le service enfance, donc avec voilà, Sabrina Juillet, pour passer ce permis Internet, puisqu'en effet, suite à vos interventions en classe, on a eu le retour de certaines directrices sur ces problèmes. Donc voilà, c'est un travail qui va être effectué là déjà, je pense, avant l'été. Voilà, si vous avez d'autres questions, parce qu'il va être bientôt l'heure de mettre fin à la conférence. Pour répondre, oui, elles le sont en soi, dans le nouveau plan, les interventions. C'est la question, les interventions harcèlement et cyberharcèlement. C'est dans le plan, on va dire, qui est censé se mettre en place à la rentrée de 2021. Il y a des mesures en cours, mais c'est censé se généraliser. Il y a déjà, en effet, comme à Fontenay-le-Fleury, des actions mises en place. Mais après, il y aura un côté récurrent et obligatoire chaque année d'une sensibilisation à ces thématiques dès le premier degré. Ça, c'est dans le plan. Vous voyez, moi, je l'ai sous les yeux, mais du coup, c'est une mesure qui sera effective et généralisée à tous les établissements scolaires. Sachez-le. Donc oui, et c'est indispensable. Pour autant, les moments informels avec la professeure ou les professeurs des écoles sont très importants aussi. Les temps de partage sur de la citoyenneté le sont. Enfin, l'échange libre est important. C'est ce qu'on se rend compte. Les enfants ont envie d'échanger et besoin. Moi, je glisse juste pour un peu dédramatiser les choses là-dessus. Aujourd'hui, je lisais un article de Vanessa Lalo et Yann Leroux sur la violence dans les jeux. Ce qui est intéressant dans cet article, c'est qu'en fait, c'est non moins la violence qui questionne le fait d'être confronté à des contenus violents, parce que quand les enfants jouent, eux, ils jouent pour la stratégie, et donc même s'il y a du sang, eux, ce qu'ils veulent, c'est que l'action, elle se termine et qu'ils aient gagné. Ils s'en fichent un peu du sang. Ils savent juste que c'est le reflet qu'ils ont tué la personne. Par contre, ce qui questionne quand même sur ces plateformes, et pour des enfants qui ont peut-être l'âge de raison, mais qui ne sont pas encore forcément avec un esprit critique, c'est plus quand, oui, il y a du grooming, des personnes qui vont venir, des personnes, malveillantes, clairement, voire majeures, enfin, quand il y a des personnes qui viennent prendre contact avec eux, des inconnus. Et là, ils y vont, un peu avec leur innocence. Ils répondent, ils acceptent, ils échangent. Et c'est là où je pense qu'il faut sensibiliser, sur le relationnel. Donc, c'est un point que je voulais juste dire. Non moins sur la violence, plus sur le relationnel. Il y a une main levée, Madame Juillet-Garzeau, vous vouliez intervenir ? Oui, tout à fait. Bonjour. Donc, Sabrina Juillet-Garzeau, je suis l'adjointe à l'enfance et je suis absolument ravie de vous avoir, de vous entendre. Attendez, alors, j'ai un problème technique. Voilà, de vous écouter déjà, d'entendre, et je souhaitais vous remercier de vive voix pour vos interventions dans les écoles. Comme vous avez pu l'expliquer, vous leur donnez à nos petits, à nos piou-piou, comme on les appelle, des billes pour qu'ils grandissent bien, qu'ils puissent s'exprimer et qu'ils puissent affronter finalement une vie qui n'est pas toujours facile en groupe. Et ça, c'est vraiment très appréciable et je souhaiterais vraiment que ça puisse être fait sur toute la ville et que chacun puisse en profiter. Il en est de même pour le collège qui aborde l'adolescence et c'est encore plus compliqué. La situation actuelle avec le Covid, les confinements n'aident en rien à la situation. Ça apporte beaucoup de violence aussi dans les propos, aussi bien chez les jeunes que les adultes. Et du coup, même les enfants transmettent ça dans les écoles et entre eux. On le voit au quotidien avec les écoles. Donc, votre action est vraiment bienvenue. Et j'espère qu'on pourra avancer ensemble pendant de nombreux mois pour aider à améliorer les choses. On ne peut pas changer les choses, mais on peut les faire évoluer. Voilà. Et vous nous aidez beaucoup. Donc, merci beaucoup. Et j'espère merci à vous pour ce retour. C'est vous qui je suis tout à fait d'accord avec Sabrina. Merci. En tout cas, on a eu vraiment un très bon retour de toutes les écoles. Et ce soir aussi, vraiment, merci pour votre conférence qui est vraiment très, très claire. Et en effet, je pense que ça va aider certains parents. Comme on l'avait dit, donc on remettra les numéros de téléphone en ligne. Voilà, ça peut aider des parents. Et donc, comme vous le disiez, il y aura le café des parents qui aura lieu le mardi 11 mai à 20h. On mettra donc en ligne les inscriptions sur le site de la ville. Donc, n'hésitez pas
à en parler autour de vous. On refera des messages, mais voilà, pour encore un bon moment d'échange, c'est très important, comme on l'a vu ce soir. En plus, il y avait beaucoup de questions, donc c'est vraiment, voilà, c'était avec de bons échanges. Donc, merci à tous. Et voilà, on va poursuivre. Très bien. Oui, en effet, merci des contributions et des échanges, hein. Notamment Roland. Merci. Monsieur Roland, merci. Il n'y a pas de quoi, oui, c'est vrai. Peut-être un peu trop. Non, Merci mais beaucoup. surtout qu'au collège, voilà, il y a aussi des soucis au collège. Hein, faut pas, on a, voilà, comme Madame Canavésieux le disait, on a beaucoup parlé des écoles, mais au collège, il y a de gros problèmes aussi. Donc, faut pas hésiter à en parler à la CPE, à Madame Albertin, ou en faire part à Madame Richemont. Et c'est vrai que la parole de nos enfants est très importante. Donc voilà, il faut en parler avec eux. Et c'est vrai que plus on fera des conférences, plus on va les sensibiliser. Donc dès le plus jeune âge, je pense qu'après, en effet, ça sera peut-être moins compliqué pour le collège. Et cette prise de conscience aussi avec tous ces faits divers, je pense qu'aussi, voilà, le fait d'en parler. Maintenant, peut-être que voilà, il y a des enfants qui osent prendre la parole. Très bien. Voilà. Ben, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Et puis donc rendez-vous le 11 mai si jamais voilà, vous teniez encore à participer à des moments d'échange comme ce soir. Eh bien, merci à toutes et à tous. Bonne soirée et bonne Merci. continuation. Et à bientôt. Merci. Bonne soirée. Merci. Au revoir.